Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Aboulaye. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'appendicite aiguë. Voici le plan que nous allons adopter. Après un chapitre de généralité, nous parlerons de l'étude sémiologique. Ensuite, nous aborderons le diagnostic et le traitement. Qu'est-ce que c'est que l'appendicite aiguë? L'appendicite aiguë est une inflammation aiguë. Donc, je vais marquer ça. C'est une inflammation aiguë de l'appendice suite à son obstruction par une hyperplasie lymphoïde, un stercolite ou un parasite. C'est une urgence chirurgicale. Retenez ça. L'appendicite est une urgence chirurgicale viscérale. Rare avant 3 ans, avec un pic de fréquence entre 10 et 30 ans. Son diagnostic est essentiellement clinique, mais l'apport de certains examens radiologiques au diagnostic est précis pour limiter les appendicectomies inutiles. Anatomie et physiologie. L'appendice est un diverticule conique situé à 2,5 cm au-dessous de la valvule iléocécale. Ici, vous avez une vue antérieure, donc qui nous montre le tube digestif. Vous avez l'estomac, le côlon, le grêle, et là, vous voyez à 2,5 cm de la valvule iléocécale, l'abouchement de l'ilium ossicum, vous avez un diverticule. Ici, là. Donc, vous avez là un diverticule qui, en fait, représente l'appendice. Donc, chez les jeunes, l'appendice contient de nombreux follicules lymphoïdes qui s'atrophient avec l'âge. En ce qui concerne la fonction de l'appendice, elle est inconnue, mais sa suppression n'entraîne aucune conséquence. Sa position intra-abdominale est variable selon la morphologie des sujets et la position du cœcum. Donc, en effet, vous voyez ici l'appendice qui est là, dans la fosse iliaque droite, mais cette position est variable. Donc, l'appendice peut se retrouver ici, l'appendice peut se retrouver là, en fonction de la position du cœcum, donc en sous-hépatique. Et même quelquefois, on peut avoir le cœcum là, donc on a le cœcum et on a l'appendice ici, sans que ça arrive. Donc ça, ce sont les formes topographiques que nous verrons plus tard. Donc, nous allons faire un rappel anatomopathologique. L'appendicite évolue en 4 stades. Le stade 1 correspond à l'appendicite catarrhale, c'est-à-dire que l'appendice est congestif et édémacié, et ce stade correspond à l'inflammation initiale. Le stade 2, l'appendice est phlegmoneuse. La progression de l'inflammation entraîne l'apparition de puits dans la lumière appendiculaire. Donc, en ce moment, nous sommes au stade 2. Le stade 3, l'appendice est gangreneuse. Donc, c'est le stade d'appendicite gangrené. L'altération de la vascularisation pariétale entraîne une nécrose puis une gangrène de l'appendice. Au stade 4, l'appendicite est perforée. Donc, la perforation est responsable de péritonite localisée qui peut se généraliser secondairement. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'il n'existe pas ou il n'existe aucun parallélisme entre la gravité des lésions anatomopathologiques
et la gravité du tableau clinique. Retenez bien ceci. Vous pouvez recevoir un malade qui se plaint du point de vue symptomatique, très peu de signes fonctionnels. En revanche, l'appendice peut être au stade de phlegmon. Donc, par rapport à l'étude sémiologique, on va prendre comme forme typique, c'est l'appendice dans sa situation normale, dans la fosse iliaque droite. Donc, l'examen du patient va révéler une douleur abdominale. La douleur de la fosse iliaque droite est d'installation brutale ou en quelques heures, spontanée, persistante, lancinante. Parfois, elle débute dans la région péri-ombilicale et s'accentue lors des mouvements. En plus de la douleur, le malade peut se plaindre de nausées. Les nausées sont constantes, avec parfois des vomissements ou un reflux alimentaire quand il s'agit d'un enfant. En plus de la douleur abdominale, des nausées, le patient peut se plaindre de troubles du transit. Le trouble de transit à type de constipation ou parfois des diarrhées. En ce qui concerne les signes généraux, la fièvre se trouve entre 38 et 38,5 degrés Celsius, avec sensation de malaise général, la tachycardie avec accélération du pouls et une langue salivale. Donc, quand vous recevez un malade qui présente une appendicite, vous devrez prendre sa température. En général, vous avez une fièvre qui se situe entre 38 et 38,5. Quand vous auscultez les cœurs ou bien quand vous prenez le pouls, vous allez observer une tachycardie avec accélération du pouls et vous demandez au malade d'ouvrir sa bouche afin de regarder sa langue. Celle-ci est sabirale. Les signes physiques, c'est le temps essentiel de l'examen. À répéter de préférence par le même praticien chez un malade rassuré, les cuisses fléchies. À l'inspection, la fosse iliaque droite respire moins bien. On doit rechercher une cicatrice d'appendicectomie. À la palpation de l'abdomen, en commençant à distance de la région douloureuse, la fosse iliaque gauche, et en remontant le long des cadres coliques. Cette palpation provoque une douleur ou révèle une douleur provoquée de la fosse iliaque droite, parfois très localisée au point de marque, au point appendiculaire, c'est-à-dire le point de marque burné, situé au tiers externe de la ligne reliant l'épine iliaque antéro-supérieure droite et l'ombilic. Donc ici, quand vous recevez un malade, pour la palpation, vous commencez au niveau de la fosse iliaque gauche, ici, et vous remontez doucement, comme ça, jusqu'à arriver au niveau de la fosse iliaque droite. Donc vous suivez le cadre colique. Donc le cadre colique est là. Vous avez le cadre colique. Donc vous commencez la palpation, vous remontez le long du cadre colique. Donc jusqu'à arriver au niveau de la fosse iliaque droite. Donc au niveau de la fosse iliaque droite où se trouve l'appendice vermiforme. Voilà, vous avez compris? Donc, quand vous recevez un malade aux urgences, lors de la palpation, vous commencez la palpation au niveau de la fosse iliaque gauche, tout en remontant le long du cadre colique. Voilà, on s'arrête là, au niveau du côlon ascendant droit. Donc, vous remontez comme ça
jusqu'à arriver au niveau de la fosse iliaque droite. Il y a un point qu'on appelle le point appendiculaire ou encore le point de Mac-Birney. Mac-Birney, Charles Hubert Birney, qui est né en 1845 et qui est décédé en 1913. Donc celui qui a mis au point cette ligne-là, donc la ligne qui rejoint l'ombilique à l'épine iliaque antéro-supérieure. Donc le tiers externe de cette ligne va correspondre à la position de l'appendice en profondeur, donc en anatomie de surface. Donc quand vous arrivez à ce niveau, vous allez avoir une douleur que on appelle la douleur au point de Mac-Birney. Donc la palpation de l'abdomen, vous allez trouver un signe très important qui est le signe de Bloomberg. Le signe de Bloomberg, c'est quoi? C'est l'apparition d'une douleur vive à la décompression de la fosse iliaque droite. On appuie profondément avec les doigts, puis on relâche brusquement. Donc cela provoque une irritation péritonéale. Donc vous voyez ici, là, il y a le docteur qui est là et le malade est couché en décubitus dorsal. Donc vous appuyez au niveau de la fosse iliaque droite. Là vous voyez le doigt, donc il appuie profondément sur la fosse iliaque droite et ensuite il le relâche doucement. Donc cela va entraîner une douleur exquise au niveau de la fosse iliaque droite où se trouve l'appendice vermiforme. Voilà, c'est ce qu'on appelle le signe de Bloomberg. Voilà, le signe de Bloomberg. Ça traduit une irritation péritonéale. Donc voici M. Bloomberg qui est né en 1873 et il est mort en 1955. Donc en plus du signe de Bloomberg, nous avons un autre signe qu'on peut trouver à la palpation, c'est le signe de Rowsing. Donc le signe de Rowsing. Donc ce signe est obtenu en déprimant profondément avec un point. Donc on va déprimer profondément avec un point la fosse iliaque gauche, toujours la fosse iliaque gauche, symétrique au point de Mac-Birney. Donc une douleur vive va apparaître au point appendiculaire. Donc le malade toujours, c'est comme le signe de Bloomberg, vous formez le point et vous appuyez et vous déprimez profondément la fosse iliaque gauche. Donc quand vous faites cela, il va y avoir une douleur vive qui va apparaître dans la fosse iliaque droite au point de Mac-Birney ou au point appendiculaire. Donc il y a un autre signe qu'on appelle le signe de Lipinski ou le signe de Metzer. L'examinateur appuie légèrement sur le point de Mac-Birney du patient et lui demande de décoller le tendon du plan du lit, sans fléchir les genoux. Donc, contact de l'appendice avec le muscle psoas. Il y a un muscle qui prend origine au niveau de la colonne lombale et qui va s'insérer sur le petit trochanter de fémur qu'on appelle le muscle ilio-psoas. Donc, quand vous demandez au malade de décoller les tendons du plan de lit sans fléchir, donc cela va mettre en contact l'appendice avec ce muscle-là. Et dans l'appendicite, le signe est négatif à gauche. Donc là où il n'y a pas l'appendice, c'est à gauche, il n'y a pas l'appendice. En revanche, à droite, vous allez avoir une douleur. Donc on dit que le signe est positif à droite. Donc là, il y a un autre signe qu'on appelle le psoitis. Donc l'attitude en psoitis, c'est-à-dire vous faites là, donc voici le malade et le médecin est là. Donc la flexion de la cuisse sur le bassin. Donc
va avoir une douleur. Donc ceci traduit une irritation pariétale postérieure. Donc vous fléchissez la cuisse sur le bassin. Donc cela entraîne une irritation pariétale postérieure. Et en plus de l'ensemble de ces signes, on note une défense pariétale localisée. Cette défense n'est pas généralisée, sinon on parlerait de péritonite. La défense, elle est localisée. Et ce qu'il ne faut pas oublier quand vous recevez un malade en urgence, c'est de réaliser ce qu'on appelle le toucher rectal. Donc le toucher rectal va rechercher une douleur au niveau du cul-de-sac recto-vésical ou recto-utérin, donc ou le cul-de-sac de Douglas, en haut et à droite. Donc voici le doigt. Vous faites ce geste-là prudemment et doucement afin de ne pas provoquer de douleur par la pénétration du doigt. Vous lubrifiez bien, vous portez un gant, sinon vous doublez même le gant. Vous mettez de la vaseline sur votre doigt et le malade est en décubitus. Un décubitus dorsal ici, vous voyez la partie dorsale est là. Et vous introduisez le doigt dans l'anus après avoir informé le malade. Donc, ce toucher rectal va prélever une douleur ou entraîner une douleur au niveau du cul-de-sac de Douglas. Voilà. Donc, quand vous recevez un malade chez qui vous suspectez une appendicite parce que vous avez effectué les différentes manœuvres, donc vous avez une douleur au niveau du point de Mac-Birney, vous avez cherché le signe de Bloomberg, le signe de Rosing, le signe de Pessoetis. Bon, le tableau peut ne pas être complet. Après, il faudrait demander la biologie. Donc la biologie, vous commencez par la formule numération sanguine. Quand vous demandez ça en urgence, donc vous trouverez une hyperleucocytose modérée. Voilà, mais cette hyperleucocytose modérée n'est pas constante. La CRP est augmentée, c'est-à-dire qu'elle est supérieure à 8 grammes. Et un élément très important, vous demandez le bêta-HCG. Ce n'est pas pour faire le diagnostic, mais c'est pour éliminer une autre pathologie, notamment la grossesse extra-utérine chez la femme en âge de procréer. Donc les examens complémentaires morphologiques. Donc ces examens confirment le diagnostic et orientent vers une autre pathologie, telle que gynécologique ou urinaire. L'ASP, qu'on appelle le cliché d'abdomen sans préparation, n'a pas d'intérêt pour le diagnostic. Peut retrouver quelques niveaux électro-aériques en regard de la fosse iliaque droite. Quand vous demandez l'échographie abdominale, donc celle-ci montre un épaississement de la paroi, ça c'est très important, un épaississement de la paroi appendiculaire et parfois elle peut montrer un abcès appendiculaire. Le scanner abdominal montre un épaississement appendiculaire avec infiltration de la graisse périappendiculaire et permet d'infirmer le diagnostic en cas de doute. Donc, après, à côté de cette forme typique, nous avons d'autres formes, dans les formes selon le terrain. Chez la femme enceinte, les signes d'appendicite sont identiques, mais ils sont transposés en haut et en arrière dans le flanc. Et cela en raison du volume utérin. Donc l'utérus va pousser le sécom avec l'appendice dans le flanc. Donc du coup, les signes vont surtout s'observer au niveau du flanc plus haut, voilà, donc au-dessus de la fosse iliaque droite. Le tableau peut prendre initialement l'allure d'une infection urinaire, voilà, chez la femme enceinte. Chez les vieillards, les signes pariétaux, c'est-à-dire la défense dans la fosse iliaque droite,
les signes de Bloomberg sont moins francs et parfois ils sont absents. Donc parfois ils sont remplacés par un tableau pseudo-occlusif, voilà, pouvant s'accompagner de signes généraux graves. Donc selon la topographie, cette topographie qui est expliquée par l'organogénèse de l'appendice, on peut avoir une appendicite rétrosécale. Donc dans cette forme, les signes pariétaux sont moins francs, la douleur est beaucoup plus lombale ou lombaire. Donc au niveau des lombes, vous allez plus observer des douleurs. Voilà, avec des signes pariétaux qui ne sont pas du tout nets. À côté de l'appendicite rétrosécale, nous avons l'appendicite sous-hépatique. Donc lorsque le cœcum, par insuffisance de rotation, le cœcum et l'appendice se trouvent sous le foie, on parle d'appendicite sous-hépatique. Donc cette forme d'appendicite peut simuler une cholécystite aiguë ou un ulcère gastrique perforé. Voilà, donc compte tenu du fait de la proximité de ces deux organes. Normalement, l'appendice est dans la fosse iliaque droite, mais en cas de malrotation, donc l'appendice peut s'arrêter sous le foie. Donc comme il est sous le foie, quand vous recevez le malade, vous pouvez penser à une cholécystite, quoi. Donc la vésicule biliaire, vous pouvez penser à ça, comme s'il y avait une infection au niveau de cette vésicule biliaire. Vous pouvez penser à une autre pathologie, donc comme l'ulcère gastrique, gastro-duodénal perforé. Voilà. Donc quand vous recevez un malade, il faudrait penser à toutes ces formes cliniques-là. On a une autre forme qui est l'appendicite pelvienne. Donc l'appendicite pelvienne peut évoquer une infection urinaire ou gynécologique, mais avec des signes francs au toucher rectal. Quand vous faites le toucher rectal, vous allez avoir vraiment un signe franc au niveau du cul des sacs de Douglas. Donc voici un tableau récapitulatif qui nous montre les signes fonctionnels et les signes cliniques en fonction de la topographie de l'appendice. Donc en cas d'appendicite rétrosécale, les signes abdominaux sont frustrants. Les signes cliniques, on note l'épizooïtis, comme vous savez pourquoi, parce que quand l'appendice est derrière le cœcum, il est en contact direct avec le muscle épipsoas. Donc cela explique qu'on observe ces signes d'épizooïtis. On observe une douleur de la fosse iliaque droite majorée en décubitus latéral gauche. Dans la forme d'appendicite pelvienne, les signes fonctionnels sont surtout représentés par les diarrhées, par inflammation du cul-de-sac de Douglas. On observe également la dysurie et les brûlures mictionnelles. Comme signe clinique, c'est surtout le ténesme rectal. Donc, dans la forme d'appendicite sous-hépatique, les signes fonctionnels sont représentés par des vomissements qui sont fréquents dans cette forme-là d'appendicite sous-hépatique. À l'examen clinique, on met surtout en évidence une douleur dans la région hypochondrale, donc dans l'hypochondre droit. Dans l'appendicite mésocéliaque, les signes fonctionnels sont surtout représentés par un iléisme réflexe et les signes cliniques par hypocclusion fébrile. Donc le malade peut présenter un arrêt de gaz et de matière avec des vomissements et distensions. Mais si ce syndrome occlusif est associé à de la fièvre, il faudrait penser à cette forme d'appendicite qui est l'appendicite mésocéliaque. Donc, cette forme, en absence de traitement, peut évoluer. Donc, on parle de forme évolutive.
Donc les formes ovulatives, nous avons le plastron appendiculaire qui associe un état infectieux persistant à des troubles du transit. Il s'agit d'une zone empâtée perceptible à la palpation de l'abdomen et douloureuse qui traduit le plus souvent la présence d'une infection de la cavité péritonéale. L'évolution se fait vers la guérison ou vers l'abcès. Donc l'abcès appendiculaire est une forme évolutive de l'appendicite aiguë. Dans cette forme évolutive, les signes digestifs sont localisés à type de masse douloureuse, perçue au toucher pelvien avec des signes généraux. Donc le diagnostic de l'appendicite est d'abord positif. Donc le diagnostic positif repose sur un faisceau d'arguments. C'est-à-dire le terrain, l'âge du malade, la clinique. Donc quand vous recevez un malade qui se plaint de douleurs dans la fosse iliaque droite, donc vous pouvez suspecter l'appendicite. La biologie, quand vous avez une hyperleucocytose à cause du nucléaire neutrophile. Et les données radiologiques, quand vous avez à l'échographie une augmentation de la paroi appendiculaire et au scanner une augmentation de la paroi appendiculaire avec infiltration périappendiculaire, donc ces signes peuvent faire suspecter une appendicite aiguë. Donc le diagnostic différentiel se fait avec la salpingite. Donc dans la salpingite, nous avons la fièvre est plus importante, c'est-à-dire l'infection donc dans le cas d'infection de trompes utérines, des ovaires, donc on peut avoir une fièvre qui est plus importante, une douleur vive à la mobilisation du col utérin. La douleur spontanée est plus diffuse. Dans les pathologies annexielles, ça c'était par rapport aux trompes, en cas d'infection de trompes. Maintenant, en cas de pathologie annexielle, ces pathologies aussi peuvent prêter confusion avec l'appendicite, telles que le kyste ovarien, avec des signes de torsion ou de torsion de l'ovaire ou de torsion testiculaire. L'autre diagnostic différentiel, c'est la rupture de grossesse extra-utérine. Donc pour faire la part des choses, en général, vous avez un retard de règles, surtout chez la femme. Vous avez des douleurs pelviennes qui sont diffuses à début brutal. Et l'échographie va objectiver l'embryon au niveau de la trompe, qui, en fait, avec la rupture et un débranchement dans le cul des sacs de Douglas. Les autres diagnostics différentiels se font avec les infections urinaires, comme la pyélonéphrite. La fièvre est plus franche, les frissons, présence possible et la cytobactériologie des urines est positive. Donc vous allez objectiver des germes dans les urines. Le diagnostic peut se faire avec les autres pathologies digestives comme la gastro-entérite aiguë, l'adénolymphite mésentérique et les maladies inflammatoires intestinales. Mais dans tous les cas, il faudrait bien interroger les malades et bien l'examiner et vous n'allez pas faire de confusion. Les autres diagnostics différentiels se font avec la colique néphrétique, c'est-à-dire un calcul qui est coincé dans l'arbre urinaire. Ce calcul peut être visible sur le cliché de l'ASP. Donc les infections ORL peuvent aussi prêter confusion avec le diagnostic d'appendicite. L'échographie élimine les infections gynécologiques ou vésiculaires et ou urinaires. Quand vous recevez un malade, là vous passez à une appendicite, mais si le tableau n'est pas
aussi typique qu'il devrait. Donc vous demandez l'échographie. L'échographie va éliminer ces différentes pathologies différentielles. Le traitement de l'appendicite aiguë est tout d'abord chirurgical. Donc on va faire ce qu'on appelle l'appendicectomie, c'est-à-dire enlever, couper l'appendice. Ce geste-là peut être réalisé par voie chirurgicale. Donc là où je vous ai montré le point de McBurney, on fait une petite incision à ce niveau et on enlève, on coupe l'appendice. Ou soit cette appendicectomie peut se faire aussi sous cellule, donc à l'aide de caméras, des instruments donc, spécifiques. On ne va pas ouvrir le ventre du malade, on va introduire des petits instruments qui vont nous permettre de réaliser une appendicectomie. En cas de plastron, le traitement chirurgical peut nécessiter un drainage avec une antibiothérapie avant l'appendicectomie. Donc le traitement de l'appendicite est aussi médical. On peut donner de l'antibiotique avec surveillance stricte. Donc pour cela, le mieux c'est d'hospitaliser le malade et faire l'antibiothérapie tout en surveillant le malade. Si l'antibiothérapie ne résout pas le problème ou ne guérit pas le malade, on a le droit d'aller à la chirurgie. Voilà, si l'évolution ne se passe pas comme on le souhaite. Voilà, merci de votre attention.